Merci à vous de m'avoir invité. Bien entendu, quand je parlerai de prédiction en finance, si la problématique de la prédiction vous est familière, vous reconnaîtrez pas mal de choses qui vous sont bien entendu déjà connues, mais transposées dans un autre domaine. Quand je parlerai de risque, la notion de risque ne vous est certainement familière. Ce sont les modalités du risque qui vous apparaîtront légèrement différentes. Quand vous m'avez posé la question de savoir si, quand j'avais prédit ou prévu la crise des subprimes, s'il s'agissait d'une prédiction, oui, il s'agissait d'une prédiction. Prédiction qui apparaissait d'ailleurs tellement peu plausible que l'ouvrage a passé plusieurs années à passer d'un bureau à un autre chez des éditeurs. Le manuscrit était soumis à des économistes qui considéraient que la probabilité de l'événement que j'annonçais était si faible qu'il n'était pas justifié de publier le manuscrit. J'ai eu la chance quand même que l'ouvrage sorte un mois avant le début de la crise. La crise se situe pour la plupart des gens à son point culminant, qui est l'effondrement de la finance aux environs du 15 septembre 2008. Mais l'écroulement avait débuté au mois de février 2017, donc plus d'un an auparavant, 18 mois auparavant. Et j'ai eu la chance que mon manuscrit paraisse quand même un mois avant que les choses se précipitent. Donc, effectivement, si j'étais connu pour mes prophéties plutôt que pour mes prédictions, vous ne m'auriez bien entendu pas invité. Une petite remarque quand même. Quand on pose la question de combien de personnes, combien d'auteurs ont prédit cet événement de la crise des subprimes, il y a deux catégories. Il y a les personnes qui ont écrit, par exemple, comme c'est mon cas, un livre expliquant les tenants et les aboutissants et quel serait le mécanisme de la crise. Et nous sommes, je dirais, à peu près une demi-douzaine à des endroits très différents du monde. Certains d'entre nous nous sommes rencontrés par la suite parce qu'on nous invitait dans les mêmes colloques pour parler de notre capacité à avoir prédit ça. Un certain nombre de personnes disent maintenant qu'elles ont prédit la crise, mais c'est une phrase ici ou là dans un texte davantage là de l'ordre de la prophétie que de la prédiction. Pourquoi prédire en finance ? Vous le connaissez la raison, c'est parce que ça coûte très cher quand on ne prédit pas les catastrophes. La difficulté, vous la voyez tout de suite, c'est quand une catastrophe majeure se dessine et qu'elle coûtera des sommes à ce point considérables qu'on sera obligé de créer de nouveaux mots pour en parler. Le mot trillion de dollars est apparu pour la première fois dans la presse financière en septembre 2008. Un trillion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars. Pour la première fois, des sommes de cet ordre-là ont été perdues. Donc, on parle de sommes beaucoup plus considérables que même durant la crise de 1929. Qui a réglé ça ? Vous le savez sans doute, c'est nous qui avons réglé l'ardoise. Au passage, les contribuables de l'ensemble des pays impliqués, c'est-à-dire dans ce cas-là quasiment la quasi-totalité du monde. Donc pourquoi prédire des crises financières ? Parce que ça coûte extrêmement cher. Vous avez fait allusion au fait qu'il y a encore des endroits où on croit à un univers laplacien. Qu'est-ce que c'est qu'un univers laplacien ? C'est le mathématicien astronome qui nous avait dit qu'une connaissance parfaite du présent nous permettrait d'avoir une connaissance aussi parfaite de l'avenir, qu'on pourrait déduire le futur du présent. C'est une chose, vous le savez sans doute, qui a été mise en échec. Cette hypothèse a été détruite petit à petit par les physiciens, essentiellement. Mais je dis tout de suite, avant de dire un mot de ce qu'en disent les physiciens, que ce présupposé est encore fondateur de ce qu'on appelle la science économique, c'est-à-dire celle qui est enseignée dans les universités, dans les business schools, celle qui est le domaine de M. Jean Tirole, prix Nobel d'économie. C'est une science qui repose sur
sur cette hypothèse laplacienne qu'une connaissance parfaite du présent permet une connaissance parfaite de l'avenir. Alors, les coups de butoir sont venus très nombreux au cours la fin du XIXe siècle. Poincaré a parlé de systèmes mathématiques indéterminables. Cela a donné la descendance de ce qu'a pu dire Poincaré. Ça a été la théorie du chaos, surtout développée dans les années 70 et 80. Et la théorie du chaos, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre qu'un système déterministe, c'est-à-dire dont en principe le sens attaché à déterministe jusque-là, était qu'un système déterministe nous permettait précisément de déterminer à partir d'une situation présente une situation future. Mais ce qui est apparu dans les études faites par un certain nombre de personnes, M. Lorentz, M. Mandelbrot, etc., ce qui est apparu, c'est que même des systèmes indéterministes peuvent entrer dans des plages de chaos. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu ces images, j'aurais dû vous en apporter une, mais où on a un système et on peut suivre le cours d'un événement, c'est-à-dire qu'il y a une prédictibilité extraordinaire, continue entre l'instant t et l'instant t plus 1. Si on connaît la position à l'instant t, on pourra donner la position à l'instant t plus 1, à l'instant t plus 1, etc. Et tout à coup, le système commence à bifurquer. Il y a deux possibilités au lieu d'une seule, et tout à coup ça branche de telle manière qu'il y a une plage d'indétermination à notre échelle de lisibilité. Alors des gens comme René Thom, le fameux mathématicien, médaille Fields, nous dit, eh bien, qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère que oui, effectivement, le système est déterministe, mais que nous vivons, nous, êtres humains, dans un univers à un nombre trop petit de dimensions. Nous avons 4 dimensions, les 3 dans l'espace, le haut, le bas, la gauche, la droite, le dessus et le bas, et plus le temps. Et nous dit René Thom, ce que ça montre, le fait que nous ne pouvons rien lire dans un système qui est pourtant déterministe, c'est que le système dans lequel nous sommes, c'est la projection d'un univers qui est plus grand, qui a peut-être 5, 6 dimensions, etc. Si vous avez entendu parler en physique de la théorie des cordes, j'ai bon souvenir, elle postule 26 dimensions, dont certaines tournent sur elles-mêmes en forme de petits tourbillons, etc. Nous sommes peut-être dans un monde laplacien, mais nous n'avons pas la perception suffisante pour pouvoir en tirer une prédiction d'un monde qui serait dont la projection serait linéaire, c'est-à-dire que la connaissance parfaite du présent pourrait produire la connaissance parfaite du futur. Alors, que fait la finance? La finance, vous l'imaginez bien, c'est un système complexe. Il y a toujours un très grand nombre d'éléments qui sont en mouvement. Ce sont des situations qui sont insuffisamment connues au moment même. Les acteurs ne possèdent pas la totalité des éléments qui leur permettraient de faire une prédiction dans un univers qui serait quand même prévisible d'ici à là. Les choses sont en train de changer un petit peu avec l'ordinateur. L'ordinateur a la capacité de connaître davantage les choses, et je vous dirai pourquoi. Pourquoi les choses sont en train de changer de ce côté-là. Et je vous parlerai en particulier de la capacité justement de l'intelligence artificielle de ne pas être contrainte comme nous. Si on découvre par un moyen tout à fait indirect qu'en fait, oui, nous vivons dans une projection à 4 dimensions d'un espace à 6, eh bien rien n'empêchera l'intelligence artificielle, elle, de se déplacer dans cet univers à 6 dimensions et de nous dire faites-moi confiance, je vous dis que c'est comme ça, vous ne pouvez pas aller voir, mais moi je vais voir et je vais vous dire. Il y a toujours, bien entendu, en finance, il y a toujours un élément de prévisibilité qui est la présence de contrats. Des contrats sont signés, ça peut être des transactions instantanées dans un cadre, par exemple, d'une bourse, où l'ensemble des acteurs sont liés par les règles de fonctionnement de la bourse. Il y a une certaine prévisibilité liée au cadre qui a été déterminé. Bon, vous le savez, une vente, c'est une opération instantanée, mais il y a par exemple des ventes à terme, c'est-à-dire pour acheter maintenant, à un prix déterminé maintenant, une marchandise qui pourrait être livrée plus tard. Alors, peut-être que celui qui doit la livrer ne pourra pas la livrer pour une raison X ou Y, parce que c'était une moisson et qu'il a fait très mauvais, etc. Il est possible. Dès que des opérations sont un peu plus complexes, dès qu'il y a un élément de temporalité,
bien entendu, il y a la possibilité voilà, qu'il y ait une parole donnée, disant il se passera telle et telle chose, et que des événements de l'ordre du monde interdisent que cela se passe. Bien entendu, la différence entre ce qui a été prévu et ce qui se passe, c'est bien entendu l'élément qu'on appelle le risque. Comme dans la plupart des domaines où il y a un gain possible, il y a gain possible pour l'un et il y a perte possible pour l'autre. Et donc, on emploie de manière symétrique, je ne vous apprends rien, les termes de gain et de chance, les termes de gain et de risque pour parler simplement de la chance de gagner ou de perdre, et qui sont symétriques. L'usage de l'anglais est un peu différent du français à ce point de vue-là. Ce qui nous préoccupe, ce n'est pas tellement la chance de gain que le risque de perte. On l'a vu en particulier lors de la crise de 2008. Les risques de perte peuvent atteindre une telle dimension qu'on a pu introduire ce terme de risque systémique. De risque systémique, c'est-à-dire la possibilité pour un établissement financier en particulier d'entraîner l'ensemble du système à sa suite. C'est ce qui a été vu en particulier pour la faillite donc, de la banque d'investissement américaine Lehman Brothers à la mi-septembre. Fait moins connu, une autre banque d'investissement américaine, maintenant le nom, quelqu'un va me le lire. Il y a Bear dans le nom. Comment ? Bear Stearns, voilà exactement. Bear Stearns a fait faillite au mois de mars. La différence entre l'écroulement de Bear Stearns et celui de Lehman Brothers, le gouvernement américain qui était impliqué dans les négociations autour de Bear Stearns l'avait dit, nous n'aurons plus les moyens financiers, même toute banque fédérale que nous soyons, de Federal Reserve, banque centrale américaine, nous n'aurons pas les moyens d'éponger quelque chose du même ordre. Quand la réunion s'est terminée un dimanche autour de la situation précaire de Lehman Brothers, chacun s'est retiré et en priant que ça tienne. Et non, il y a eu, bien entendu, vous le savez, un écroulement catastrophique au cours de la semaine qui a suivi, des pertes donc en trillions de dollars, en milliers de milliards d'euros également, qui ont dû être épongées. Je vais revenir sur la raison pour laquelle donc c'était à la fois prévisible et pourquoi cette prévisibilité en fait n'était pas entendue, parce qu'il n'y a pas simplement la question de la prévisibilité, il y a aussi le fait que la prédiction soit entendue ou non, qui relèvent d'autres choses et qui peuvent être simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des probabilités qui sont supposés par les experts, par les personnes en place comme détenteurs de savoir et qui peuvent être sceptiques par rapport à une prévision qui peut être faite et qui peut être correcte et qui conduit, que 10 ans plus tard, on puisse toujours me demander dans des conférences pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas écouté. Il y a un élément psychologique, bien sûr, on n'aime pas les porteurs de mauvaises nouvelles. Mais surtout, et ça ce sera un peu ma conclusion, les expertises, les domaines, les disciplines sont prisonnières, fossilisées parfois dans des traditions, qui empêchent qu'on puisse écouter un autre regard. Donc, prévision possible dans la mesure où en finance il y a des contrats. Un emprunt, par exemple, a en général une échéance, le terme de l'emprunt prêt. Il est défini en général par contrat en disant en bout de 5 ans, la somme empruntée devra être remboursée. Sur la période qui échouera d'ici là, des versements d'intérêts auront lieu et les parties sont liées par cela. Alors, il y a des risques possibles. Il y a le risque par exemple, ce qu'on appelle le risque de crédit, c'est le risque de non-remboursement de la somme qui a été empruntée. Pour empêcher ce risque de non-remboursement de la somme empruntée, qu'on appelle le principal, on peut échelonner des remboursements partiels de capital, de telle sorte qu'à la fin
qu'à l'échéance du contrat, en fait, la totalité du principal aura été remboursée. C'est le principe de l'amortisation. Vous le connaissez, c'est la formule classique dans le cas des prêts immobiliers ou des prêts hypothécaires. Vous remboursez une somme, par exemple, vous avez un emprunt, je ne sais pas moi, sur 7 ans, et vous remboursez chaque mois une partie de la somme. Cette partie, ce versement, cette mensualité contient une partie de versement d'intérêt et une partie de remboursement de principal. Le calcul est fait, vous savez, vous êtes sans doute familier de ça. Le calcul d'intérêt est fait sur la somme qui reste à rembourser, et par rapport au montant de la mensualité, le reste, on place une partie de remboursement de principal. Plus on avance dans le remboursement, moins le principal est élevé, moins les intérêts sont élevés, et plus il est possible, je dirais, de placer une partie du remboursement de principal dans la mensualité. Alors, vous connaissez la totalité des impondérables qui sont possibles et qui peuvent empêcher un remboursement, le décès, un événement familial majeur comme un divorce, la maladie, l'invalidité, etc. C'est un domaine qui est très exploré, bien entendu, par les prêteurs qui s'adressent à des actuaires pour avoir des tables de prédiction sur les accidents possibles. Donc, un élément de prévisibilité, des risques de non-remboursement, de non-paiement. On parle depuis quelques années d'un nouveau type de risque, le risque de conversion. Le risque de conversion, c'est la chose suivante, et on en a parlé essentiellement à propos de la Grèce dans le cadre de l'Union européenne en 2010 et en 2012. On en parle maintenant à propos de l'Italie qui a énormément de dettes. Le risque de conversion pour un prêteur, c'est d'avoir prêté en euros à un pays et que ce pays sorte de la zone euro et rembourse dans un retour à sa monnaie antérieure, que par exemple les Italiens auraient, ou les Grecs en drachme, les Italiens en lire, repassent à la lire ou à la drachme et remboursent un équivalent en drachme extrêmement dévalué ou en lire extrêmement dévalué des sommes qui avaient été libellées en euros. Donc, différents types de risques associés au fait que le contrat soit honoré ou non par rapport à la manière dont il avait été établi au départ. C'est connu, c'est l'assurance, et je viens de parler des actuaires, qui essayent d'intégrer les sommes éventuelles qui peuvent être éventuellement perdues. Dans le cas du risque de crédit, vous le savez, l'emprunteur essaye de se prémunir contre les pertes éventuellement en remboursement de principal qui ne viendraient pas, en augmentant le montant des intérêts. Quand c'est en 2012, j'ai mon souvenir, quand la Grèce peut emprunter à du 60% sur une période de 3 mois, cette somme, ces 60% doivent être comparés aux 0,10% que doit payer l'Allemagne pour emprunter sur 3 mois. La différence entre 60% et 0,10%, les 59,90, c'est une prime de risque. Le prêteur essaye de se prémunir d'une certaine manière contre le non-remboursement qui lui semble probable en essayant de récupérer rapidement la somme en intégrant des taux d'intérêt très élevés. Il peut y avoir des mécompréhensions. Je me souviens d'avoir fait une chronique dans Le Monde en disant la zone euro ne comprend pas le fonctionnement des taux d'intérêt. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était précisément à cette époque-là que la zone euro avait prêté à la Grèce à des taux extrêmement élevés aussi. Ce qui était ridicule, bien entendu, parce que puisque la zone euro garantissait le prêt à la Grèce, il n'y avait pas de raison d'introduire une prime de risque de crédit, puisque le risque n'existait pas, la zone euro étant le garant. Mais de bonne foi ou de mauvaise foi, on est arrivé à pomper encore un peu de l'argent des Grecs par ce procédé. Je n'ai pas eu alors que le Monde est relativement lu, je n'ai pas eu de réaction à cette chronique dénonçant, c'est ce qui m'apparaissait comme une supercherie.
Alors, il y a d'autres éléments qui permettent de prédire, parce qu'il y a des comportements. Il y a des comportements qu'on peut observer. Je vais dire un mot de cela. Je vais vous parler d'une chose qui n'existe plus, mais qui est importante peut-être pour comprendre ce qui s'est passé depuis. C'est ce qu'on appelait la corbeille. C'est à la bourse. Ce sont des marchés qui peuvent être des marchés au comptant, où le produit est échangé immédiatement, par exemple des actions qui sont vendues et qui sont achetées par d'autres. Ça peut être des marchés à terme aussi, où justement on s'engage sur des contrats qu'on appelle des contrats à terme. On emploie généralement le terme anglo-saxon des futures en ce moment, qui sont des engagements sur des choses qui vont se produire plus tard. Une promesse de vente est un élément commercialisable. On peut vendre et acheter une promesse de vente. Ça a une valeur marchande, bien entendu. De la même manière que ça avait commencé au Moyen-Âge, quand une promesse de rembourser telle somme à telle échéance était échangée, était vendue achetée et revendue pour un prix équivalent à quoi ? À la somme qui était promise, mais en tenant compte du fait que le versement n'aurait pas lieu au moment même, mais à échéance. J'achète maintenant une promesse de me donner, de rembourser une somme de 5 000 €. Ce contrat ne vaut pas 5 000 €. Parce que je ne l'ai pas tout de suite. Ce n'est pas l'équivalent de ce qu'on pourrait utiliser dans la perspective d'un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tout de suite. Et donc, il y a une équivalence dans ce proverbe entre un tiens maintenant et deux tu l'auras plus tard. C'est comme ça qu'on peut faire l'échange. C'est le principe même des ventes à terme. Le taux qui permet, vous connaissez l'expression certainement, le taux qui permet de calculer quelle est la valeur présente de quelque chose qu'on pourra obtenir plus tard, c'est le taux d'escompte. Voilà, le taux d'escompte, c'est ça. Donc, une certaine prévisibilité par rapport à ce qui peut se passer. Dans le cas mais prenons le cas justement de la bourse telle qu'elle existait, la corbeille, c'était, vous avez dû voir ça, si vous ne l'avez pas vu dans la réalité, vous l'avez sûrement vu au cinéma, c'était un espace qui en général était hexagonal, avec des gradins. Et pourquoi des gradins ? Bon, c'est un espace assez petit. Bon, on pourrait mettre, on pourrait mettre 2 corbeilles là dans la pièce ici. Pourquoi des gradins ? Pour permettre à l'ensemble des personnes présentes, quelle que soit leur taille, de voir la personne qui se trouve au centre. Et la personne qui est au centre, le maître de cérémonie, décide de quand a lieu une transaction. Qu'est-ce qui se passe ? Bien, autour se trouvent des gens prêts à acheter ou à vendre, ce qu'on appelle en français des opérateurs, mais on employait souvent le terme de broker ou de trader. C'est quelqu'un qui, en général, était mandaté par une firme, souvent par un agent de change ou par une banque, mais il y avait aussi des traders, des brokers qui travaillaient à titre privé, en tant que tel. Ces gens disposaient de ce qu'on appelle un carnet d'ordre. Un carnet d'ordre, c'était des instructions des clients, de leurs clients, disant que si le prix de marché atteignait tel niveau, de vendre 500 contrats ou d'en acheter 400, etc. Et à l'ouverture de la séance, quand la cloche sonnait, les opérations commençaient. Elles commençaient à partir du prix connu de la clôture de la veille. Et à partir de cela, il y avait 2 prix en présence, ce qu'on appelait le bid et le ask, et c'est toujours le terme qu'on utilise. Je n'ai pas vu qu'on utilisait d'autres termes en français. Ask, c'est le prix demandé par un vendeur, et bid, c'est le prix offert par un acheteur. Et quand il ne se passe rien à la corbeille, c'est parce qu'il y a un écart, qu'on appelle le spread, il y a un écart entre la somme la plus haute qu'un acheteur est disposé à offrir et la somme demandée par un vendeur. Donc le marché commence et il y a par exemple un vendeur qui est disposé à vendre 400 contrats à 25,50 et il y a un acheteur disposé à acheter 300 contrats à 25. Le spread, c'est la différence entre les deux, c'est les 50 centimes. Quand est-ce qu'il y a transaction ? Quand un acheteur dit à un vendeur qu'il est prêt à acheter au prix que demande le vendeur, ou inversement, quand un vendeur baisse son prix pour atteindre à la baisse le prix réclamé par un acheteur. Donc,
Le marché est actif véritablement. Il y a transaction quand un prix demandé par un acheteur et un prix offert par un vendeur se rencontrent. Et le contrat, la transaction a lieu sur, ça va de soi, le volume le plus bas de celui proposé par l'acheteur ou par le vendeur. Si quelqu'un dit je suis prêt à vendre 500 et que quelqu'un dit je suis prêt à acheter à 300, comme dans mon exemple, et que le prix coïncide, c'est bien sûr 300 contrats qui seront achetés. Puisque l'acheteur n'est pas disposé à acheter davantage, le vendeur se retrouvera avec 200 de ces contrats qui n'auront pas été vendus au prix souhaité. Et donc les choses se passaient de cette manière-là. Un certain nombre de personnes, je ne sais pas, une vingtaine de personnes se trouvaient, si vous avez vu ça, il y avait un brouhaha parce qu'il y avait un ensemble de corbeilles dans l'espace de la bourse, et chacun criait son offre ou sa demande, et le maître de cérémonie matchait, comme on dit, faisait se rencontrer des prix d'achat et des prix de vente. Et on affichait à la main autrefois, et puis ça a été des écrans au néon, le dernier prix affiché, le dernier prix réalisé, qui était le prix en séance, et c'est le prix que maintenant, quand on regarde sur un ticker, c'est-à-dire en fait un dispositif qui marque les prix qui ont eu lieu, pour lesquels des transactions ont lieu, et vous pouvez voir ça en séance pour les prix qui ont lieu pour les, je ne sais pas, pour les actions de la société Total ou des choses de cet ordre-là. Alors, quel était l'élément de prévisibilité là ? Il y avait un élément de prévisibilité, c'est qu'en général, on partait effectivement on rouvrait le marché le matin en ouverture à peu près au prix de fermeture, à moins que, par exemple, si je parle de Total, s'il y avait eu l'annonce d'une grande découverte de gisements pétroliers au cours de la nuit, le marché pouvait décrocher à l'ouverture, que les prix augmentent. Et effectivement, dans la mesure où les compagnies dépendent non seulement d'événements qui sont propres par rapport à leurs activités, mais aussi dans un contexte global maintenant où il y a toujours un marché ouvert, un marché boursier ouvert à la surface de la planète, parce que le Japon, Tokyo et Shanghai sont occupés quand nous dormons ici, les choses communiquent et il est possible effectivement qu'il y ait de légers décrochages à l'ouverture. Ensuite, c'est l'histoire même du marché, entre l'ouverture à 9h et la fermeture à 17h, qui allait décider de l'évolution du prix. Et là, ça pouvait être relativement stable, ou bien il pouvait y avoir de la volatilité, comme on dit, c'est-à-dire la différence entre le prix le plus haut obtenu et le prix le plus bas. Ce qui était important de comprendre, c'est quelle information disposait l'ensemble des gens qui étaient autour de la corbeille. Eh bien, en principe, chacun ne connaissait que l'information de son propre carnet d'ordre. La seule chose que le marché, ce que chaque intervenant savait sur ce qui allait se passer, c'était dans son propre petit carnet les injonctions données par les clients de sa firme. Quel était l'élément de prévisibilité par rapport à une crise qui existait sur une situation de ce type-là sur des marchés de type boursier ? Eh bien, vous allez comprendre intuitivement assez facilement. Quand il y a un faible écart, quand le spread est faible entre l'offre la plus haute faite par des acheteurs et le prix demandé le plus bas proposé par des vendeurs, le marché peut agir assez rapidement. Il y a ce qu'on appelle le tick. Le tick, c'est l'unité la plus faible qu'on peut utiliser, qui peut être par exemple le centime ou le 25 centimes, des choses de cet ordre-là. Les prix les prix sont discrets, comme on dit en mathématiques. Ce n'est pas continu. Vous ne pouvez pas proposer un chiffre avec des décimales à l'infini. Il faut proposer un prix libellé dans l'unité, qui est le tick de la TICK, d'où le terme ticker pour les écrans où on annonce les opérations qui ont eu lieu. Alors, quand un marché est rapide, quand un marché est en bonne santé, le spread
l'écart entre les sommes demandées et les sommes offertes autour de la corbeille sont très, très étroites. Elles peuvent être de l'ordre justement du tic, des 25 centimes ou des 1 centime, etc. Quand une bulle se développe, que se passe-t-il? Quand une bulle se développe, les prix montent. Les prix montent, c'est-à-dire que chaque fois qu'un vendeur va exiger un prix plus élevé que celui qui était le prix du marché précédent, il va se trouver au moins un acheteur pour monter à ce prix-là. Les intervenants sur un marché essayent de deviner la tendance. La tendance, c'est le fait que les prix sont en train de baisser ou les prix sont en train de monter. Dans une bulle, pendant plusieurs jours, le prix monte. L'ensemble des intervenants se convainc que le prix va augmenter et le prix monte de manière inexorable. Ça peut être avec bien sûr en dents de scie. Les mathématiciens qui parlent de phénomènes fractaux ont souvent tiré l'attention sur le fait que même un marché extrêmement régulier a une structure fractale, c'est-à-dire en fait dont la longueur est infinie en réalité. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la longueur de la côte française, par exemple, je ne sais pas, entre Saint-Jean-de-Luz et Dunkerque? Bien, ça dépend de l'unité que vous utilisez. Vous n'aurez pas la même mesure si vous considérez que vous avez mesuré ça avec un décamètre qui mesure tous les 10 mètres, ou si vous utilisez le millimètre ou le micron. La longueur de la côte sera différente. Il n'y a pas un chiffre pour ça, ça dépend de l'unité que l'on va utiliser. Et voilà, ça c'est une mesure fractale. Il y a moyen de regarder la distance parcourue de manière différente. C'est pas très intuitif, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Tant que le marché monte, il n'y a pas crise, il y a développement d'une bulle. Comment est-ce qu'on va déceler que le marché passe dans un autre régime et qu'un crash est possible? Eh bien, vous l'avez deviné, c'est quand le spread augmente. Imaginons que pendant toute la journée d'hier, on soit monté d'un tic à la fois entre l'ouverture de la séance et jusqu'à la clôture, et que aujourd'hui les vendeurs se disent on va pouvoir faire pareil, et que les acheteurs ne suivent pas. Imaginons que le spread a été de 25 centimes toute la journée d'hier, et tout à coup le spread est de 1,25. Entre ce que demandent les acheteurs et le prix qu'offrent les acheteurs les plus enthousiastes, il y a tout à coup 1,25. Par exemple, voilà, les acheteurs, le bid est à 20 et le ask est à 21,25. Il y a tout à coup, à ce moment-là, un spread plus élevé. Ça, c'était un signe classique à l'époque où il y avait des bourses, où il y avait les corbeilles, où il y avait des intervenants humains. C'était un signe classique que la bulle était en train de s'essouffler. Ce n'est pas tout à fait le terme pour une bulle, de grossir, d'enfler moins rapidement et qu'un danger pouvait exister, qu'on se convainque soudain que le prix, la tendance était une tendance à la baisse. On peut imaginer des situations où, à une période de hausse sur une période, je ne sais pas, de 6 mois, pourrait succéder une période de baisse sur 6 mois également. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas, bien entendu, crash. Il y a crash quand le phénomène du spread qui s'étend produit ce que les gens qui interviennent sur le marché appellent des trous d'air. Qu'est-ce que c'est qu'un trou d'air ? C'est quand, imaginons que le spread maintenant, la séance est ouverte, le spread entre 20 et 21, 25, de 1 à 25 n'a rien donné. Au contraire, l'acheteur qui était prêt à acheter au prix le plus haut baisse encore d'une unité. Il ne propose plus que 19. Tout à coup, maintenant, voilà, le spread est de 2,25. Imaginons que les vendeurs soient inquiets et acceptent de vendre à ce prix-là. Tout à coup, le marché aura baissé d'un écart beaucoup plus grand qu'il n'avait monté les jours précédents. C'est ça qu'on appelle un trou d'air, que tout à coup il y a une baisse. Et imaginons que ce vendeur qui a accepté une perte par rapport à ce qu'il escomptait, ou il ou elle escomptait de 2,25, imaginons qu'il y a à ce moment-là inquiétude chez les acheteurs. Ils vont essayer de vendre en masse.
les acheteurs vont en profiter pour décrocher encore davantage les prix et on peut arriver très facilement à ce moment-là dans une situation de crash, c'est-à-dire qu'il n'y a plus au prix auquel les asks des vendeurs ne rencontrent plus des offres suffisantes à la descente et que il y a effondrement du marché. C'est pour cela, c'est en raison de ce phénomène lié au spread entre les prix offerts et les prix demandés qu'en général un marché qui monte de manière très très progressive peut s'écrouler par grands pans parce qu'il y a ces trous d'air, ces décrochages qui existent à la baisse. On a constaté ça, il y a peut-être, certains d'entre vous ont peut-être été même liés à ça, c'est la grande bulle dite des dot-com aux États-Unis, qu'on appelait des start-up en France, liées au développement de l'Internet, un écroulement rapide des marchés, un crash à cette époque-là. Tout à coup, on se convainc que la tendance s'est inversée et il y a catastrophe. Élément de prévision, comme je vous dis, le fait que le spread s'est agrandi, sur une séance ou sur plusieurs séances, etc. Ça dépend, mais c'est un signe qui permettait de prévoir, d'une certaine manière, ce qui allait se passer. Ça ne permettait pas de le prévoir longtemps à l'avance, mais ça permettait de le prévoir, parfois, je dirais, quelques jours à l'avance, quelques heures à l'avance, que les choses allaient très, très mal se passer, que les prix allaient s'effondrer. Les choses ont changé maintenant. Pourquoi est-ce qu'elles ont changé ? Parce que maintenant, le mode étant les bourses, qu'il s'agisse de prix au comptant ou de prix à terme, sont en mode permanent de crash. Elles sont en mode permanent de crash et tout simplement parce que les algorithmes qui font les opérations connaissent mieux la situation du marché que ne le faisaient les intervenants humains à l'époque de la corbeille à la bourse. Pourquoi est-ce qu'ils le connaissent ? Ils connaissent mieux pour la raison suivante, c'est en raison de la rapidité des opérations. Rien n'a changé, il n'est pas question d'intelligence artificielle là, c'est simplement lié au fait qu'il n'y a plus un espace physique. Quand une opération avait lieu, quand une transaction avait lieu à la corbeille, et que l'une des deux parties, l'acheteur ou le vendeur, considérait il ou elle avait fait, je ne devrais pas dire il ou elle, parce qu'à l'époque dont je parle, il n'y avait pas de femme à la corbeille, et donc je vais arrêter de dire comme ça. Mais il y avait des coureurs et des coureuses, là je vais quand même le signaler. Tout ça, c'est de l'histoire et de l'archéologie, mais quand même intéressant. Quand une transaction avait lieu, et que l'acheteur ou le vendeur considérait qu'il y avait une erreur grossière de sa part, il était possible d'annuler l'opération. Que faisait-on ? On demandait à une jeune personne, qui là pouvait être un homme ou une femme, qu'on appelait des coureurs ou des coureuses, de courir du desk, c'est-à-dire du comptoir où se trouvait celui qui avait fait l'opération ou qui considérait devoir être annulé, et d'aller courir au desk de la contrepartie, de la transaction qui avait lieu, pour dire, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne pourrait pas annuler ça ? C'est une erreur de notre part. Vous imaginez bien que dans l'espace de la bourse, il n'y avait la possibilité que d'un nombre limité, certainement pas un nombre infini, de coureurs et de coureuses en train d'annuler les opérations pendant qu'elles avaient lieu. C'était exceptionnel. Bon, ça se passait plusieurs fois en séance, mais c'était de l'ordre de l'exception. Ça ne se faisait pas tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé dès qu'on a pu, les opérations ont été automatisées? Les intervenants, les algorithmes faisant les opérations, ont pu annuler l'ensemble, à la limite, l'ensemble des opérations qu'ils faisaient. Ce ne serait plus rien passé, bien entendu, il n'y aurait pas eu de transaction et il aurait été impossible de gagner de l'argent, donc ce n'est pas le cas. Mais on a vu, et c'est peut-être encore le cas, je ne l'ai pas regardé récemment, on a vu de l'ordre de 90 à 95% des opérations qui avaient eu lieu être annulées. Pourquoi c'est possible avec l'ordinateur ? Parce qu'il ne faut pas courir, il ne faut pas traverser une salle, ça se fait de manière numérique. Et du coup, il est possible d'annuler ces opérations. Pourquoi annuler ces opérations ? Pourquoi proposer des opérations et puis les annuler ?
Si vous lisez la littérature à ce sujet-là, vous verrez qu'on parle d'algorithmes essayant de créer un brouillard autour de leurs opérations. Pour les gens qui ont été à la Corbeille, qui ont vu comment ça marchait encore à cette époque-là, il n'est pas question de brouillard. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement, ce sont des tentatives faites par ces algorithmes de connaître la totalité des carnets d'ordre des autres. Bon, vous ne connaissiez jusque-là, à l'époque de la Corbeille, vous ne connaissiez que votre carnet d'ordre et vous saviez simplement que quelque chose se trouvait dans le carnet d'ordre d'un autre, agent de change ou à la bourse ou banque, parce qu'une opération avait lieu à ce prix-là. Ce que font les algorithmes maintenant, ils lancent des fausses tentatives d'acheter et de vendre à tous les prix, pour connaître les volumes qui se trouvent en face en tant qu'acheteur ou de vendeur. Cela permet à ces algorithmes d'avoir une bien meilleure connaissance. Ils ont une bien meilleure cartographie de l'espace autour. Ils savent qu'à tel prix, il y a là 400 contrats prêts à être achetés ou être vendus. Et donc la cartographie de l'ensemble de l'espace ne se limite plus à un carnet d'ordre, mais ils ont pu, ces algorithmes, explorer entièrement le carnet d'ordre des autres. Donc chacun des intervenants a une connaissance totale de l'espace qui se trouve là. C'est-à-dire que le pari fait par la machine de dire que les prix, la tendance est à la hausse ou à la baisse, sont bien meilleurs qu'autrefois. Bien meilleurs qu'autrefois. Et j'avais fait en 2006, j'avais fait une simulation autour de ça. Qui confirmait que dès que la connaissance par les marchés des intervenants autour est meilleure que pile ou face, c'est-à-dire dès qu'il y a 51% de chances d'avoir raison et 49% seulement de se perdre, le marché entre automatiquement en mode de bulle. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, tous les intervenants, tous les algorithmes savent que le marché va baisser ou qu'il va monter. Et qu'en général, bon, quand ça baisse, ça peut que baisser jusqu'à zéro. Donc, quand ça part dans une tendance, ça part en général vers le haut. Et la possibilité existe aussi, dès qu'il y a renversement de tendance, pour les machines également de sortir entièrement de leur position, comme on dit, de manière quasi instantanée, d'où le risque de crash. On a vu intervenir, et si vous regardez, il y a encore une très mauvaise connaissance, même par les spécialistes, de pourquoi les marchés crashent en permanence maintenant, et pourquoi il a fallu introduire des coupes-circuits, des coupes-feux de manière permanente, c'est-à-dire qu'à tout moment maintenant, on arrête les marchés parce qu'ils sont en mode de crash et on les relance simplement. Qu'est-ce que ça nous prouve? Ça nous prouve que des marchés boursiers ne pouvaient marcher que dans la mesure où personne ne comprenait exactement si le marché était à la hausse ou à la baisse de manière permanente. Quand un marché est équilibré, c'est parce qu'il y avait moitié de gens qui croyaient que ça allait baisser et moitié de gens qui croyaient que ça allait monter. Dans le mode actuel de fonctionnement, comme je vous le dis, la prévision à ce moment-là ne peut plus être simplement qu'on regarde du spread, tout ça va beaucoup trop vite. Il y a eu une crise, un effondrement des marchés en 2010. Le marché a craché sur 28 000 opérations. 28 000 opérations, ça paraît beaucoup, mais c'était 14 secondes. Juste le temps pour les gens qui regardaient les écrans, les êtres humains qui étaient là, de se rendre compte qu'il se passait quelque chose. Si on veut maintenant prévoir ce qui peut se passer sur les marchés boursiers de telle et telle manière, eh bien, il y a une équipe à Zurich. C'est l'équipe de Didier Sornet. Didier Sornet, je l'ai bien compris, bien connu, bien compris aussi, à une époque à l'Université de Californie à Los Angeles, où on appartenait, lui et moi, au département qui s'appelait Human Complex Systems, un système complexe humain. À l'époque, il était spécialiste essentiellement des tremblements de terre. Il travaillait sur la prédiction possible des tremblements de terre. Il travaille maintenant à Zurich essentiellement sur la prévision des crises boursières et il utilise les mêmes techniques qu'on pouvait utiliser pour les tremblements de terre, c'est-à-dire de voir de petits craquements et de voir s'ils s'amplifient ou non. L'intérêt de ces travaux a été de mettre en particulier en évidence que on parle beaucoup
dans le cas de tremblements de terre, de tremblements de terre et puis de répliques, de répliques qui ont lieu. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est qu'il n'y a pas, c'est que la distinction ne vaut pas. Il n'y a pas de répliques et de tremblements de terre. Il n'y a que des tremblements de terre, et les répliques peuvent elles-mêmes, en fait, déclencher par la suite d'autres tremblements de terre. C'est un petit peu c'est le processus, une analogie qu'on connaît tous. Ce sont les enfants qui font un tas de sable sur la plage, et à chaque pelletée lancée par un enfant particulier, on ne peut pas dire s'il y a un pan qui va s'écrouler ou non. Mais on le sait, 4 pelletées vont être lancées maintenant et rien ne va se passer, le château va grandir, le tas va grandir, et puis tout à coup, 2 pelletées de suite vont provoquer des éboulements ici ou là. Ce sont des choses de cet ordre-là. Donc on utilise maintenant, les physiciens utilisent des méthodes de physiciens pour des phénomènes complexes de ce type-là, et on ne peut plus essayer simplement, à partir de choses intuitives, qui étaient comme la parole donnée, des indicateurs, comme le fait que, le froncement de sourcils des acheteurs ou des vendeurs permettent de faire des prédictions sur ce qui va se passer. Bien entendu, ceux qui réussissaient à la corbeille étaient des gens qui pouvaient déchiffrer les comportements, comment appelle-t-on ça, les signes corporels, comment appelle-t-on exactement, les signes non verbaux des gens autour d'eux, pour essayer d'avoir une anticipation, pour essayer de voir si on n'atteignait pas le niveau où il y aurait quelque chose dans le carnet d'ordre de telle ou telle personne. Donc, notre connaissance, à partir du fait que les contrats ont une durée, que nous avons une connaissance des types de risques qui peuvent se produire, donc une certaine maîtrise sur ce qui peut se produire. L'introduction de l'ordinateur rend les phénomènes beaucoup plus rapides, beaucoup plus complexes, les interactions sont beaucoup plus nombreuses, puisque pour chaque opération, transaction qu'un ordinateur, par son algorithme, va faire, il y aura 95% d'autres opérations qui ont été annulées, mais qui s'ajoutent à ce qui se sera passé véritablement sur le marché. Les régulateurs, comme on dit, les autorités de surveillance des marchés, ne sont pas équipés en ce moment. Il y a des déclarations qui sont faites dans ce sens pour véritablement analyser ce qui se passerait en temps direct, en real time, on dit. Comment ? En temps réel, temps réel, c'est ça, oui. Excusez-moi, mais j'ai fait toute ma carrière en anglais dans ce domaine, et c'est pour ça que les mots français parfois me manquent. Parlons maintenant, donc, j'ai dit un certain nombre de choses sur des processus relativement simples comme un marché particulier. Qu'est-ce qu'il fallait pour prédire un phénomène complexe comme la crise des subprimes ? Là, il faut, je l'ai fait bien entendu, il faut comparer l'ensemble des personnes qui n'ont pas vu venir la crise avec ce qu'ont fait ceux qui ont pu la voir venir. Et je mets entre parenthèses la question de la crédibilité, de savoir si pourquoi ceux qui ont vu n'ont pas été crus par les autres. Et là, je crois que c'est simplement une question de poids. C'est que ceux qui ne voyaient pas étaient trop nombreux par rapport à ceux qui voyaient. Et ça, c'est le danger. Je crois que c'est un danger qui va toujours rester. C'est la différence qu'il y aura toujours un grand nombre de gens qui n'auront pas vu et un petit nombre de gens qui auront vu, sauf si on confie entièrement à la machine, à l'intelligence artificielle, de s'occuper de ce genre de choses à l'avenir. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour voir venir une crise comme celle des subprimes ? Et là, j'ai fait un certain nombre de... je ne sais pas de combien de temps je dispose encore pour parler de la suite. Je peux continuer encore un peu ? Bon. Je vais commencer par dire que les facteurs de risque étaient, sinon maîtrisés, étaient connus ici ou là. Le problème aurait été de faire connecter l'ensemble des gens qui s'occupaient des facteurs de risque dans l'ensemble des phénomènes qui ont été liés au moment de l'écroulement l'écroulement général de la finance. Par exemple, dans le domaine où je travaillais moi-même, qui était celui justement du crédit à la consommation, d'être parmi les gens qui distribuaient les sommes qui étaient demandées par des emprunteurs.
Un certain nombre d'éléments d'appréciation du crédit est utilisé. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais quand même vous en donner la liste. De quoi tenait compte une grande banque américaine qui prêtait de l'argent à des prêts qui n'étaient pas, je souligne toujours, ce ne sont pas des prêts de type immobilier, de type ce qu'on a en France, ce ne sont pas des prêts hypothécaires non plus. C'est différent. Donc, si vous empruntez de l'argent à la banque aux États-Unis pour acheter une maison, et que c'est un contrat de 30 ans, pendant les 30 ans, vous n'êtes pas propriétaire de la maison, contrairement à ce qui est le cas en France. En France, vous détenez le titre de propriété de la maison et vous remboursez la banque pour une somme que vous avez empruntée. Aux États-Unis, c'est différent et ça explique ce que vous avez pu voir dans les films qui ont été faits autour de la crise des subprimes, que la personne qui ne pouvait plus payer allait déposer les clés de la maison dans la boîte aux lettres de la banque et partait avec son camion de déménagement. Pourquoi ? Parce que de fait, l'emprunteur américain est locataire de la banque pendant toute la période où il n'a pas remboursé la totalité de la somme. Donc c'est assez différent. Ça a permis aussi, c'est ça qui a permis aux banques de croire qu'elles pouvaient continuer à prêter de manière quasiment infinie tant que le prix de l'immobilier montait, à partir simplement de la réflexion que elle s'arrangerait toujours pour revendre la banque, elle revendre la maison à un prix supérieur à la somme qui avait été payée. Et là, c'est simplement ce qui s'est passé, bien entendu, c'est que ce raisonnement était vrai tant qu'il n'y avait qu'un petit nombre de logements qui étaient saisis, c'est pas saisis, mais récupérés par la banque et remis sur le marché. Mais au moment où il y en a eu des milliers simultanément, bien entendu, le prix de l'immobilier s'est effondré. Alors, quels étaient les éléments de risque dont nous tenions compte ? Le type de prêt. Par exemple, si c'était un prêt avec amortissement, donc remboursement du principal sur l'ensemble des mensualités jusqu'à l'échéance, ou si c'était un prêt de type classique, c'est-à-dire avec remboursement du principal en une fois à l'arrivée. Si c'était ce qu'on appelait des interest only, c'était ça, voilà, c'est la formule classique, c'est-à-dire de remboursement de la somme du principal en une seule fois. Mais il y avait aussi aux États-Unis ce qu'on appelait l'amortissement négatif, c'est-à-dire que les versements d'intérêts mensuels étaient plus faibles que ceux qui correspondaient au calcul sur la somme. C'est-à-dire qu'il y avait amortisation négative, le montant du principal augmentait de mois en mois parce qu'on y ajoutait à son montant les intérêts qui n'avaient pas été versés, qui auraient pu le faire. Donc, des formules extrêmement, extrêmement dangereuses. Élément dont nous tenions compte, la somme même, le montant de la somme, est-ce que c'est 10 000 euros ou 1 million ? Ça compte. Loan to value, la valeur du prêt, le montant du principal par rapport au prix de vente de la maison. Est-ce que l'emprunteur demande une somme qui représente la moitié du prix de la maison, ou 90%, ou 95%, ou la totalité de la somme qui est réclamée par le vendeur? Cela compte, bien entendu, comme facteur de risque. Ce qu'on appelle la cote FICO, le FICO score, ou la notation FICO, qui est une notation qui existe pour l'ensemble des ménages aux États-Unis depuis 1997. FICO, c'est Fair and Isaac Company, qui récolte, et ils ont le droit de le faire aux États-Unis depuis les années 70 en fait, récolte l'ensemble des informations de l'ensemble des gens qui ont pu vous prêter un jour des sommes de la compagnie du gaz, de l'électricité, savoir si vous faites payer bien les sommes que vous devez, si vous avez bien remboursé l'ensemble des prêts. Et ces compagnies vous accordent une notation comme on fait en AAA, AA, BB, etc. Pour les entreprises, on fait la même chose aux États-Unis. Donc c'est pas récent, c'est depuis les années 70 et depuis 97, c'est utilisé de manière systématique aux États-Unis pour déterminer le risque associé à un prêt. Ce score FICO, cette notation est aussi utilisée par les compagnies d'assurance pour des tas de choses, pour savoir pour déterminer la prime de risque de crédit qui va être introduite à l'intérieur des intérêts qui vous sont demandés.
Autre élément utilisé par les banques et qu'on utilise en France aussi, debt to income, quelle est la part de votre revenu mensuel que représentent les sommes que vous devez rembourser pour des dettes que vous avez encourues. Il y a des chiffres qui circulent, bien entendu, des chiffres classiques, il vaut mieux qu'un ménage ne doive pas utiliser plus de 30% des sommes qui lui rentrent chaque mois à rembourser des crédits ou à verser des intérêts. Dans le cas aux États-Unis, la source aussi du prêt, c'est-à-dire en fait l'intermédiaire, la nature de l'intermédiaire qui faisait remonter une demande de prêt. Est-ce que c'était des particuliers plus ou moins requins qui démarchaient des voisins avec des bonuments plus ou moins fiables, ou est-ce que c'était une grosse banque? Évidemment, ça représente un élément de risque de crédit, en particulier parce que quand il s'agit de particuliers plus ou moins requins, la manière dont le taux d'intérêt avait été déterminé, c'était parfois énormément gonflé artificiellement, parce que ce broker, parce que cet intermédiaire allait récupérer une partie, ça faisait partie de son élément de vente, lui, par rapport à un grossiste, de la manière dont il ou elle avait pu rouler la personne qui avait été démarchée. Utiliser aussi le code postal. Pourquoi le code postal? Bien entendu parce que les quartiers ne sont pas les mêmes et qu'on pouvait établir des tables de codes postaux et qu'aux États-Unis en particulier, vous savez, il y a enfin quand je dis en particulier, c'est vrai ici aussi, qu'il y a des regroupements par groupe ethnique, parfois par quartier, et qu'on peut établir de la discrimination de cette manière-là si on ne veut pas vendre ou si on ne veut pas prêter plutôt à tel ou type de partie de la population. Et élément intéressant, parce que là justement c'est déjà un élément auquel on ne pense pas nécessairement, les taux d'intérêt qui étaient exigés des emprunteurs étaient déterminés partiellement par le prix des titres en bourse. Les fameux titres adossés à des prêts, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était ces titres adossés par exemple à du subprime? Eh bien, on avait, pour permettre que les transactions soient plus simples, on avait constitué l'équivalent d'obligations d'État, c'est-à-dire donc des prêts pour des sommes considérables, 5 millions, 50 millions et des choses de cet ordre-là, on les constituait en agrégeant un très grand nombre de prêts individuels, de prêts immobiliers individuels. La taille classique aux États-Unis au moment de l'effondrement de 2008, c'était de mettre dans une grande caisse, on mettait les sommes qui revenaient de 5 à 6 000 crédits individuels. Et quand on parle de titres adossés à des prêts subprimes, voilà ce que c'est. C'était donc l'équivalent d'une obligation d'État, mais constituée non pas de la dette d'un État, mais de 5 ou 6 000 prêts individuels à des emprunteurs considérés comme subprimes, dont on regroupait les créances. Alors un mot sur ce mot prime et subprime, parce qu'en général, je dirais, le public, on ne lui a pas dit à quoi ça correspondait. Eh bien, ça correspondait précisément à cette cote FICO, à cette notation. Des études étaient faites, bien entendu, pour donner une sorte de justification mathématique à l'établissement de cette notation. Et on avait déterminé aux États-Unis, c'était le cas en 2008, au moment de l'effondrement, que un ménage quelconque dont la cote FICO était inférieure à 620 était considéré comme subprime et supérieure à 620 était considéré comme prime, c'est-à-dire fiable. Bien entendu, on refaisait les calculs en permanence à partir des données, ce qu'on appelle des tests de régression, c'est-à-dire aller voir si les prévisions étaient bonnes, comparer ce qui s'est passé avec les outils qu'on utilise. Et si vous êtes un peu familier avec ce domaine, vous saurez que les tests de régression, en général, montrent des chiffres extrêmement faibles. Pour la plupart des outils que nous avons de type prédictif de ce type-là, le rendement, en fait, est très, très faible. Quand à l'intérieur de ces banques où je travaillais, quand on arrivait à des taux de réussite des différents indices qu'on utilisait de 35%, on était très content. C'est-à-dire une erreur dans deux fois sur trois. Hein, on est d'accord.
Voilà donc les éléments qui étaient utilisés par les gens qui prêtaient de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour prévoir une crise comme la crise des subprimes? Il fallait montrer que ce secteur, qui était un secteur de faible taille à l'intérieur du système financier américain, ça représentait de l'ordre de 1% des opérations financières. Il fallait dire qu'à partir de là, il existait une chaîne causale, d'événement en événement, qui faisait qu'il se passerait s'il y avait écroulement à cet endroit-là, ça entraînerait tel effet, ça en produirait tel autre, etc., etc. L'écroulement a eu lieu, mais le jour même de l'écroulement, c'est encore quelque chose auquel personne n'avait pensé, y compris ceux qui avaient prévu que la crise allait avoir lieu. L'endroit particulier de l'effondrement, c'est ce qu'on appelait les money markets. Les money markets, aux États-Unis, ce sont les prêts à moins d'un an. Et ces prêts à moins d'un an, je vous le disais tout à l'heure, quand on échange un titre et qu'on dit voilà, je vous vends la promesse de quelqu'un de me donner 5 000 euros dans 2 ans, ça vaut pas 5 000 euros parce que il faut attendre d'ici là. Mais aux États-Unis, pour tous les instruments de prêt de moins d'un an, ils étaient considérés comme équivalents à de l'argent liquide. C'était considéré une promesse de recevoir une somme de 5 000 euros dans 3 mois était considérée comme valant véritablement 5 000 euros. C'était une convention. Je ne sais plus si c'est le 16 ou le 17 septembre. Sur l'ensemble de ce money market aux États-Unis, le dollar n'a plus valu que 99 cents, mais la taille de ce marché a fait que ce sont des sommes immédiatement. Je crois qu'à ce moment-là, ça a été déjà de l'ordre de... Qu'est-ce que c'était ? Ça a été de l'ordre de 3 milliards, je crois, même instantanément, de dollars qui ont été perdus, et puis fait de boule de neige et des sommes tout à fait considérables perdues par la suite. Pour pouvoir prévoir une crise comme celle des subprimes, il fallait ignorer la distinction faite tout simplement entre économie et finance. Il fallait à la fois relier des phénomènes qui relèvent de la finance et d'autres qui relèvent de l'économie. Il fallait également ignorer entièrement la distinction, qui est une distinction de type tout à fait classique en sciences économiques, entre des études, des analyses de type microéconomique et macroéconomique. Il fallait pouvoir faire connecter les deux. Il fallait pouvoir dire qu'il va se passer des choses au niveau micro qui vont se développer, vont émerger au niveau macro et auront des conséquences tout à fait considérables. Il fallait penser au fait auquel... Je veux dire, aucun spécialiste, à ma connaissance, aucun économiste travaillant dans une université n'aurait pu penser qu'à l'intérieur des banques où nous étions, nous faisions dépendre le taux d'intérêt que nous demandons des gens de la valeur en bourse des titres de Fannie Mae et de Freddie Mac, c'est-à-dire les gens qui faisaient de la vente et de l'achat, qui constituaient ces titres et puis qui en organisaient l'achat et la vente. À ma connaissance, j'ai été moi personnellement la première personne à écrire le code qui permettait d'intégrer ça à l'intérieur d'un calcul, et j'ai eu la surprise, je dirais, aimable, il y a quelques années, de voir un article écrit par, je crois que c'était un sociologue, qui disait il y a eu à telle époque chez la compagnie IndyMac à Pasadena, et il y a eu une équipe qui a été la première à faire ça. Nous avions d'ailleurs reçu de notre patron un petit truc, un petit trophée à l'époque pour avoir fait ça. Il fallait s'intéresser à des choses auxquelles aucun financier et très peu d'économistes se seraient intéressés aussi. C'est par exemple au fait que les subprimes, c'était essentiellement des gens qui appartenaient à 2 minorités ethniques aux États-Unis, des gens qu'on appelle hispaniques et qui en fait sont essentiellement des gens d'origine d'Amérique centrale, et qui ethniquement sont essentiellement des Amérindiens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des descendants de conquistadors, ce sont des descendants de populations locales, comme les Lacandons, dont les ancêtres étaient des Mayas ou des Aztèques ou des gens de cet ordre-là, des gens qui maîtrisent mal, en général, l'anglais,
ne serait-ce que parce que dans les endroits où ils habitent en grande communauté, l'anglais n'est pas nécessaire. Je ne sais pas si vous êtes allé en Californie, mais si vous n'êtes jamais allé en Californie, vous savez que si vous allez à Santa Ana, il n'est pas nécessaire du tout, vous pouvez vivre pendant plusieurs mois à Santa Ana sans jamais devoir parler l'anglais. Il n'y a aucune nécessité de ce type-là. Et aussi, bien entendu, des minorités afro-américaines. Un chiffre considéré comme lamentable, je crois que c'était samedi dans un journal américain, les ménages d'origine les ménages afro-américains, leur accès à la propriété baisse régulièrement depuis la crise de 2008. Il fallait s'intéresser à cela pour connaître les habitudes par rapport à l'emprunt et au prêt dans ces populations, pour savoir que les meilleures intentions peuvent échouer. Par exemple, quand les régulateurs, quand les ministères, quand les instituts de consommation obligent les prêteurs à rédiger des documents de 20 pages, à lire avant de signer pour obtenir un prêt immobilier. Il faut savoir que dans les cas des subprimes, il y avait, je ne vais pas dire de chiffres parce que je ne les connais pas, mais il y avait peut-être une majorité de gens qui n'étaient pas capables de lire ou de comprendre ce qui était inscrit dans ces pages, et ce n'est pas évident non plus, bien que ce soit écrit dans la perspective de faciliter les choses pour le consommateur et pour le protéger. Mais là, l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions avec très peu de très bons résultats. Donc, connaissance de la langue, protection du consommateur avec des conséquences éventuellement non prévues. Il fallait donc, dans ce cas-là, pouvoir établir une ligne, et là, je dirais une ligne déterministe, entre un marché de faible taille, comme celui des subprimes, et un ensemble de conséquences qui pourraient se déclencher en cascade et qui pourraient conduire à un effondrement total du système. Vous le savez, le lien, ça a été justement ces titres adossés à des prêts subprimes, c'est-à-dire constitués d'un grand nombre, comme je l'ai dit, 5 à 6 000 de ces titres subprimes, dont la valeur a commencé à baisser dans un marché immobilier qui a commencé à stagner, avec des phénomènes en cascade. Pour prévoir la crise, il fallait imaginer que le marché pouvait cesser de monter. Et là, une anecdote, je vais terminer pratiquement là-dessus, je vais encore dire un mot sur l'intelligence artificielle, mais élément révélateur, à une époque, ce n'est pas la banque à laquelle je viens de faire allusion, c'est une autre. Je travaillais Countrywide et je suis entre autres, dans mes capacités, dans le domaine d'expertise, il y a la validation des modèles économiques et financiers, et je m'aperçois que notre modèle pour le prix du logement, le prix de l'immobilier, ne permet pas un renversement de tendance. Il n'a pas été conçu pour pouvoir annoncer une baisse des prix. Pour ceux qui ont un peu de connaissances mathématiques, à l'endroit où le calcul devrait être fait, il y avait une valeur absolue, c'est-à-dire qu'elle était toujours positive. J'ai signalé, bien entendu, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais signaler. On m'a dit, mais c'est pas grave, ça monte toujours. Et le fait est que ça ne montait pas toujours, puisque ça s'est écroulé à ce moment-là. Donc, beaucoup d'éléments qu'il fallait, d'une certaine manière, il fallait être dedans, il fallait connaître bien ce domaine de l'intérieur pour voir exactement ce qui s'y passait, mais il fallait aussi n'avoir aucun préjugé sur le fait que telle ou telle chose était reliée à telle ou telle autre. Et là, je vous l'ai dit, il y a dans l'enseignement de l'économie, dans l'enseignement de la finance, qui sont distincts, qui sont considérés comme distincts, l'enseignement dans les business schools, dans les écoles de management, de gestion, tout ça aussi, il y a ces divisions. L'enseignement et le savoir qui est associé est souvent en silo et ne permet pas justement de transcender tous les domaines qu'il aurait fallu transcender. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir prévoir les crises? Eh bien, précisément non, et ça va être ma note finale, parce que
nous utilisons maintenant de plus en plus l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va utiliser ce qu'on appelle le big data. Vous le savez, c'est donc la collection de données en tous sens, dont l'intelligence artificielle peut faire émerger du sens sans qu'on lui dise oui, mais la tradition, c'est qu'on ne mélange pas le microéconomique et le macroéconomique, ou ah, ça c'est de l'économie et pas de la finance. La machine, elle, n'aura pas du tout ce genre de prévention, et du coup, elle va pouvoir transcender les domaines, elle va pouvoir savoir un certain nombre de choses à partir des données. Il serait pas mal non plus aussi qu'elle puisse observer comme on puisse observer. J'ai eu une discussion il n'y a pas tellement longtemps avec quelqu'un, un théoricien universitaire, qui me dit « Oui, mais vous dites qu'on aligne, que les gens qui font de la vente au comptant alignent leurs prix sur ceux des marchés à terme. Mais ce n'est pas vrai, vous savez très bien, ce sont deux modèles très différents pour le calcul du prix au comptant et celui à terme, etc. » Et là, bon, la discussion a tenu pendant un certain temps, et puis j'ai fini par dire à cette personne, oui, mais c'est parce que vous ne savez pas qu'à l'intérieur des banques, il y a celui qui fait le comptant, il y a celui qui fait à terme, et qui sont l'un à côté de l'autre, et que ça se passe toujours de la même manière. C'est celui au comptant qui dit à celui à terme quel est le prix, parce que j'aligne le mien là-dessus. Ça, c'est une chose que même l'intelligence artificielle ne pourra pas savoir si on ne le lui dit pas, si cette information n'est pas transmise. Mais il va être possible, bien entendu, pour ceux qui rédigent les programmes, pour ceux qui supervisent l'entraînement de la machine, de pouvoir la pousser dans la bonne direction. Et là, comme je vous le dis, c'est une question de vitesse, mais c'est aussi une question justement de ces outils d'intelligence artificielle maintenant, de ces réseaux neuronaux artificiels qu'on utilise dans la machine. Alors il y a une certaine satisfaction pour nous, parce qu'il y a une époque en intelligence artificielle, à l'époque où j'étais chercheur dans ce domaine-là, où on pensait qu'on allait utiliser simplement des méthodes de type logique, de type mathématique. Mais non, ce qui marche maintenant, c'est d'essayer de simuler le fonctionnement d'un cerveau humain. Donc c'est une bonne machine. La différence, c'est que les impulsions dans le corps d'un être humain, ils font du 6 mètres à la seconde. Et je crois que la machine, elle va 1 million de fois plus vite. 1 million jusqu'à plusieurs millions de fois plus vite. Quand des machines maintenant gagnent au jeu de Go, quand ils gagnent à différents jeux que vous pouvez voir, la machine, en quelques semaines, elle simule 200 ans d'avoir joué contre elle-même de manière continue. La vitesse, là, est tout à fait extraordinaire. Et il n'y a pas que la vitesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un fait important sur les marchés boursiers, c'est la capacité d'annuler les opérations, simplement parce qu'il n'y a pas de support physique au fait de l'annuler. Il n'y a pas de coureur ou de coureuse à l'intérieur d'un espace qui peuvent se renverser s'ils arrivent l'un contre l'autre. Donc je crois que ce domaine nous vivons en ce moment les difficultés d'être perdus, de ne pas plus comprendre exactement ce que fait la machine. Je vous ai donné un exemple. Quand certains disent oui, la machine elle crée du brouillard en annulant ses opérations, non, elle ne crée pas du brouillard, elle se constitue une meilleure cartographie, donc un manque de compréhension parce qu'il faut une certaine familiarité. Tout ça est tout à fait récent, mais aussi la possibilité par l'informatique de voir apparaître les outils qui vont nous faire apparaître des corrélations. C'est à nous, évidemment, la machine ne fait pas apparaître des relations causales, c'est nous qui allons déterminer que tel type de corrélation n'est pas spurious, elle n'est pas, elle n'est pas triviale, elle n'est pas due à de simples accidents, qu'elles font apparaître des relations causales entre telle ou telle chose. Donc un dialogue qui va avoir lieu, mais vous le savez, on en parle déjà, il devient de plus en plus difficile à l'être humain de comprendre pourquoi la machine réussit là où nous ne réussissons pas, et il va y avoir un élément de confiance qu'il va falloir introduire, de faire confiance à la machine que oui, elle a sans doute raison, sans que nous puissions véritablement déterminer exactement pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'elle utilise un réseau neuronal comme nous, et nous appelons souvent la manière dont nous sommes arrivés à une conclusion, nous l'appelons intuition, parce que nous ne savons pas dire exactement comment nous sommes arrivés à ce résultat. Voilà des éléments. J'espère pas avoir été trop technique, mais j'ai voulu vous présenter la spécificité du fonctionnement de la finance par rapport à des choses qui vous sont familières sur des notions comme risque, prévision, etc.